à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre activité du Cercle de presse. Aujourd'hui, nous recevons M. Richard Bouchard, qui est directeur général de l'École nationale d'apprentissage par la marionnette. Bonjour. Mme Pierrette Gauthier, vice-présidente du CA de l'ENAM. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons M. Marc Maltais, qui est vice-président du CA du groupe de promotion et de la défense des droits en santé mentale 02. Bonjour. Et finalement, Vincent Richard, un participant du programme de l'ENAM. Bonjour. Bonjour. Alors, merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, il va être notamment question des problèmes rencontrés pour les organismes en santé mentale. Alors, avant de commencer la période de questions des journalistes, la parole est à vous. Donc, vous avez quelques minutes chacun pour justement vous présenter ce que vous avez à dire. Alors, on va commencer par vous, M. Bouchard. Alors, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour venir écouter notre conférence. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'ENAM et de son programme thérapeutique en intégration sociale et en santé mentale. Comme vous le savez, l'ENAM a souvent fait des sorties médiatiques pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est notre programme. Et qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui? On se rend compte que le programme n'est pas vraiment bien compris. Il est connu, mais méconnu. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas souvent qu'est-ce que fait exactement l'ENAM. Souvent, les gens vont dire, par exemple, qu'est-ce que les marionnettes viennent faire en santé mentale? Qu'est-ce que l'ENAM fait avec cette approche particulière? Alors, pour l'expliquer souvent, parce qu'on a souvent des critiques, on dit ce qu'on ne fait pas. Alors, ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas ce que les thérapeutes font, on ne fait pas ce que les psychiatres font et on ne fait pas ce que les psychologues font, parce qu'ils le font déjà auprès de la clientèle qu'on touche. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une formule qui, en fait, rassemble des techniques pédagogiques, qui rassemble des techniques autour des arts de la scène, du théâtre et des arts de la marionnette, pour pouvoir aider les gens dans leur développement et leur permettre de développer des compétences, de développer leur potentiel et faire en sorte que les gens puissent sortir du cercle vicieux des problèmes de santé mentale, si vous voulez, et de réussir à reprendre en main leur propre vie, leur propre existence et d'améliorer, en fait, leurs conditions de vie. C'est sûr que l'ENAM a rencontré souvent des problèmes par rapport à l'établir un tel programme, parce que c'est sûr que si on parle, par exemple, en santé, d'un scalpel dans un bloc opératoire, on va tous comprendre que c'est tout à fait pertinent. Mais ça fait un peu spécial quand on parle de marionnettes. Alors souvent, on est aussi victime des préjugés, parce que les gens vont, par exemple, penser que les marionnettes, c'est pour les enfants, que c'est pas pour les adultes, mais qu'est-ce qu'ils font? Et après, subitement, on a un éclair de génie, on se dit « Ah, c'est parce qu'ils s'expriment ». Mais d'un autre côté, je veux dire, très souvent, les gens vont même penser que c'est un programme surtout occupationnel. C'est-à-dire qu'on occupe les gens, ça leur fait du bien, puis tout ça. En fait, ce n'est pas ça. C'est un programme qui vise à développer la personne, à l'inscrire dans une démarche de création. On vise à chercher à provoquer ou à stimuler la créativité de la personne pour que la personne puisse justement être plus créative face à ces difficultés qu'elle rencontre en santé mentale. Alors, c'est toute une formule, en fait, très efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre histoire, on a eu des résultats tout à fait phénoménaux, impressionnants, de personnes qui étaient complètement embourbées et qui vivaient avec des gros problèmes de santé mentale. Si vous voulez, je vais parler d'une personne qui, en fait, posait cette question lors d'un témoignage quand on a reçu Clara Hughes en 2014, où elle est venue à l'ENAM, elle faisait le tour du Canada, elle faisait 20 000 kilomètres à vélo, vous savez, c'est une athlète olympique, et elle a visité toutes sortes d'organismes en santé mentale. Elle est passée à l'ENAM. Et d'ailleurs, elle nous a donné les droits d'auteur de son livre de 10 000 $ à l'ENAM parce qu'elle considérait que le programme de l'ENAM était vraiment particulier. Alors, lors de cette rencontre avec Clara Hughes, cette personne a témoigné de ce qu'elle vivait et elle a posé cette question. Comment se fait-il que j'ai vécu 12 ans avec des problèmes de santé mentale à la maison, qu'on m'a retiré mes filles, que j'ai fait des erreurs, elle avait des problèmes avec la drogue ou l'alcool, et qui, en fait, faisait en sorte qu'elle était embourbée jusqu'au cou. Alors, comment se fait-il qu'on ne m'a pas parlé de l'existence du programme de l'ENAM pendant ces 12 ans-là? Et elle est venue à l'ENAM, dans l'espace d'un an et demi, elle a repris contact avec sa mère.
elle disait que ses enfants aussi avaient eu un impact positif par rapport à ce programme-là parce que ses enfants ont retrouvé leur mère. Puis ça, c'était très important. Et donc, en l'espace d'1 an et demi, elle a décidé de reprendre ses études, de finir son secondaire, de retourner faire des études en administration, et elle s'est trouvée un travail. Alors donc, c'était quelqu'un qui souffrait de troubles de personnalité limite. La réussite avec des personnes qui souffrent de cette maladie sont très minimes. En fait, on parle de 10 de réussite. Mais quand on sait comment s'y prendre, parce que la formule de l'ENAM, c'est pas seulement qu'une formule qu'on met les gens, on fait faire du théâtre, puis c'est tout. Non, non, il faut quand même procéder d'une manière et travailler avec la personne pour que la personne puisse participer elle-même à son rétablissement, à son intégration sociale. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas forcer les gens à faire une thérapie. Ce qui est important, c'est que ce soit les personnes qui participent de plein pied, complètement, volontairement. Et c'est ça la mesure de l'ENAM, c'est une mesure volontaire, c'est une mesure qui cherche justement à redonner aux gens leur pouvoir d'agir, leur capacité d'intervenir et de faire en sorte qu'ils vont rétablir la situation dans leur vie. Alors, c'est sûr que l'ENAM, on vit des problèmes parce que, par exemple, on est subventionné au CIUS, on a été reconnu depuis 2012, et puis on a une subvention qui représente à peu près 14 de la subvention qu'on pourrait recevoir au CIUS. Et cette subvention-là, ça nous a pris à peu près 17 ans avant de l'avoir. Donc, on est venu au monde en 1990. Et comme on est un organisme qui utilise la marionnette, donc un organisme considéré alternatif, ça ne nous a pas nécessairement aidé. Ça a pris 17 ans, comme je vous disais. C'est plus long d'être reconnu, parce que c'est pas normal d'arriver avec des marionnettes en santé mentale. Et donc, c'est que aujourd'hui, on a toujours la même subvention, alors que le budget de base récurrent du CIUS pourrait aller jusqu'à 80 %. Et ça, on considère que si on avait ce 80 %, ça nous aiderait drôlement à régler tous les problèmes que rencontre l'ENAM pour pouvoir arriver et avoir un budget qui nous permettrait de faire le développement qu'on a besoin, d'assurer la relève pour que ce type de service puisse continuer après notre départ. Je vous mentionne quand même que ça fait 40 ans que je suis marionnettiste et que je suis à l'origine du Festival international des arts de la marionnette et aussi membre fondateur de l'ENAM. Et l'ENAM a 28 ans cette année. Alors, j'espère qu'on va avoir une aide suffisante pour pouvoir justement assurer et protéger ce service-là, parce que c'est dommage quand on arrive après tant d'années de travail et que les personnes qui ont initié ça, en quittant, les projets tombent, puis ça disparaît, alors que c'est une mesure qui a fait ses preuves, qui a démontré des résultats impressionnants, qu'on a réussi à faire des choses grâce à ce médium-là. Il faut bien le comprendre. On ne dit pas que les autres ne font pas un bon travail en santé mentale. Par contre, il faut se doter d'outils. Puis l'outil qui est le théâtre, qui est l'art de la scène, permet de travailler sur des choses indispensables en santé mentale. Parce que quand on pense aux problèmes que vivent les gens en santé mentale, on pense surtout au fait que souvent, c'est l'imagination qui devient le problème et le rapport avec les émotions. Souvent, ce qui se produit, c'est que les gens vont voir un psychiatre, on donne une médication comme pour annuler les émotions, annuler l'angoisse et tout ça, mais en même temps, ça annule d'autres choses aussi. Alors, c'est pour ça que, comme disait le docteur Cossette, la médication agit pour 30 %, mais il faut que la personne intervienne à 40 % sur elle-même et 30 % sur son environnement. Nous, on est vraiment là dans le cadre du 70 %, c'est-à-dire de travailler pour que la personne puisse reprendre en main sa propre vie. Mais vous pouvez imaginer quel ravage que ça peut faire quand l'imagination d'une personne se met au service de sa psychose. Ou encore, quand, après un choc émotif, une personne se trouve à perdre contact avec ses émotions trop intenses. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que souvent, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont une grande imagination. C'est pour ça qu'on souvent on dit que le monde artistique est très, très proche d'eux. Ou encore une grande sensibilité. Puis ça devient le problème après dans la santé mentale, puis on essaie d'annuler ça, alors qu'on devrait apprendre à vivre avec les émotions. On est des êtres d'émotions, on n'est pas des êtres pour devenir complètement
inapte à gérer ces choses-là. Vous savez, si moi je vais voir un médecin et je lui dis, écoutez, docteur, j'ai encore un peu d'émotion, est-ce que vous avez une médication pour ça? Puis là, quand après, je vais faire comme le groupe sanguin, là, à un moment donné, quand j'ai tout ce qu'il faut, là, ah, je suis guéri, docteur, je ne ressens plus rien. Alors, c'est important de comprendre que ces mesures-là, ça paraît peut-être banal, mais sont indispensables. Et c'est très important que le gouvernement comprenne, le CIUS, que c'est important d'investir, de nous aider à aller plus loin. Et ici, j'ai fait une liste d'impacts positifs que ça aurait si jamais on avait le BBR au complet et qu'on devenait, en fait, la solution qu'on propose là, actuellement, que l'ENAM devienne un CISM. Un CISM, qu'est-ce que c'est? C'est un centre intégré en santé mentale de l'ENAM, le premier au Québec, le premier même au monde, si vous voulez, parce que ça serait un centre intégré qui permettrait aux personnes, justement, de pouvoir vivre leur établissement, et on le ferait de façon scientifique. Puis le fait de devenir ça, ça réglerait un paquet d'affaires par rapport à notre développement, par rapport à prévoir la relève, par rapport à ce qu'on veut établir dans les prochaines années. Ça consoliderait notre partenariat que nous avons avec le CIUS, avec la Ville de Saguenay, avec la Commission scolaire des Rives du Saguenay. Ça consoliderait aussi notre rapport avec l'université. Vous savez qu'on a fait une recherche évaluative en 2012 de 3 ans avec l'université. L'UQAC a investi là-dedans, le CIUS aussi, et l'UQAM. Alors, ça a été un projet, justement, pour démontrer l'efficacité de ce projet-là, de ce programme-là que l'ENAM a mis sur pied. En même temps, on a fait une étude de 5 ans avec Emploi Québec, maintenant Service Québec, pour pouvoir démontrer que l'impact de ce programme-là est important sur la santé des personnes, mais aussi pour l'emploi. Quelquefois, ça arrive qu'il y a des personnes, parce qu'ils sont très éloignés du marché du travail, peuvent revenir sur le marché du travail. C'est important. Mais combien faut-il sauver de monde pour pouvoir être dans les bonnes grâces du gouvernement? C'est ça, la question qu'on se pose. Aujourd'hui, on pense que ça serait le temps de nous aider pour qu'on puisse utiliser les 4 prochaines années et faire en sorte que ces années-là puissent nous permettre de prévoir, de travailler, de documenter notre savoir-faire, notre savoir-être et notre savoir concernant ces approches qu'utilisent des médiums comme les arts de la scène, le théâtre et les arts de la marionnette pour pouvoir aider des gens dans leur développement et leur permettre de reprendre leur pouvoir d'agir. Alors, c'est à peu près les propos que j'ai à donner là, pour ce matin. C'est sûr que pendant la période de questions, je pourrais toujours rajouter des éléments qui pourront vous permettre de mieux comprendre ou encore de voir l'efficacité. Je veux dire, on ne peut pas arriver avec des statistiques vraiment fondamentales ou extraordinaires. Par contre, on peut vous dire une chose, c'est que les résultats qu'on a sont important pour tous les participants qui sont venus à l'ENAM. C'est que si on a aidé des gens qui étaient des cas plus lourds, si vous voulez, à se reprendre en main et à réintégrer la société, et qu'on a réussi ça alors que il n'y avait pas d'autre solution pour eux, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que ce programme-là est unique. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il se développe. On veut que ça devienne un outil en santé mentale. Alors donc, on veut que ce programme-là puisse se développer. Donc, on veut sortir de ce carcan d'être seul au monde et de pouvoir établir plus d'impact dans la communauté. Alors, c'est à peu près les propos que j'ai pour le moment. Merci. Je vais maintenant, si vous voulez... Oui, on va y aller avec Mme Gauthier. Il a dit beaucoup de choses. Quand on m'a demandé de remplacer Mme Jocelyne Bugeaud, qui est présidente du conseil d'administration, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire après Richard? Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé, j'ai cherché. Ça fait 10 ans, moi, que je me sens proche de l'ENAM. J'ai regardé l'échelle de Maslow, qui nous dit les besoins de l'être humain. Puis je me dis, il me semble que l'ENAM, c'est ça qui se vit. L'ENAM, ce n'est pas seulement une école. Oui, une école, on fait des apprentissages. Mais pour moi, c'est un milieu de vie où les gens, après avoir eu un problème de santé mentale ou quelques problèmes qui soient,
Comment on va sortir de chez nous? Est-ce qu'on va rester juste aux besoins physiologiques? Est-ce qu'on va rester juste aux besoins de manger, de dormir? Il me semble qu'il y a autre chose à faire. Alors, oui, l'ENAM permet ça, sortir de chez nous pour rencontrer des gens. L'ENAM, c'est où on voit les gens qui arrivent, qui ont une joie de vivre, de se retrouver, de sentir que je ne suis pas toute seule. Puis je peux être moi, avec mes forces, mes faiblesses, mes peurs. Puis je suis encouragée, puis je suis aidée là-dedans, je suis accompagnée. Puis je suis libre. Tout à l'heure, Richard disait, les gens sont libres d'être là, mais je suis libre d'y être, mais de participer. Alors, le premier besoin, donc, c'est les besoins vitaux. Ensuite, j'ai besoin de sécurité et de protection. Quand je vis quelque chose de difficile, bien, je veux rester chez nous, puis je ne sors pas, puis ça va être moins dangereux. Mais par le programme de l'ENAM, il me semble que là, je dis, oui, je peux sortir, je peux avoir mon billet d'autobus, puis je peux rencontrer des gens, puis là où je vais aller, ça ne sera pas dangereux. Je vais être en sécurité, puis je vais être capable de vivre mes états d'être, puis je vais être accompagnée là-dedans. Sans agression. Les gens, ils ne m'agresseront pas, ils vont m'accueillir comme je suis. De sentir en sécurité. Carl Rogers disait, se sentir en sécurité, c'est d'avoir la force de rechercher l'amour, l'appartenance et le partage. Il me semble que c'est ça qui se vit à l'ENAM. Les troisièmes besoins, c'est les besoins d'amour et d'appartenance. Quand je reste chez nous, j'appartiens à personne, puis je suis important pour personne. Alors, si je rencontre des gens, là, je suis une personne qui peut être aimée et qui peut aussi se sentir acceptée telle que je suis. Puis moi, quand je vois les gens de l'ENAM, quand je me promène dans un corridor ou dans les classes, c'est ça que je sens. Les gens sont heureux d'être là, puis ils ne sont pas gênés d'être ce qu'ils sont, avec leurs limites. Avoir de l'affection, être accepté pour ce que l'on est, être capable de recevoir, être capable de donner, puis se faire des amis. Moi, des amis proches, des amis... il me semble que c'est important de sentir ça aussi dans le programme. On a de la valeur, puis on appartient à un groupe. J'appartiens à l'ENAM. Si je reste chez nous, j'appartiens à personne, puis personne ne me parle. Mais si je rentre dans un groupe où je me sens en sécurité, je peux avoir un signe d'appartenance. Et ensuite, quand ça, c'est un petit peu rétabli, il y a le besoin d'estime de soi. Est-ce que moi, je m'estime? Est-ce que moi, je me fais confiance? C'est en vivant avec les autres qu'on peut voir qu'on se fait confiance, qu'on est utile, qu'on est considéré par des gens. Quand j'arrive à l'ENAM, les gens me considèrent, les gens me saluent, les gens sont contents de me voir. Donc, je suis quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui, puis je ne suis pas un numéro. Je suis une personne humaine avec mes forces, mes limites, mes capacités, mes besoins. J'existe pour ça. Et j'ai une certaine indépendance. Je suis capable d'être indépendant. Je suis capable de m'organiser par moi-même, avec les autres, sans me faire bousculer, sans me faire agresser. Ensuite, je reprends des forces. Je suis capable de réussir quelque chose. Puis je suis capable de maîtriser aussi. Je suis capable de voir, à un moment donné, hop, je me sens plus faible, puis là, je sens que, oui, je suis capable de me maîtriser. J'apprends ça aussi. J'apprends à faire confiance, puis j'apprends à me fier sur mes compétences. Parce qu'à un moment donné, quand je suis seule à la maison, je ne fais rien, je ne suis plus rien. Mais quand j'arrive à l'ENAM, j'ai des compétences. Et ensuite, on arrive au besoin de se réaliser, de faire quelque chose avec d'autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté au programme que les gens de l'ENAM nous font, les spectacles de marionnettes. Ils ont construit leur spectacle, ils ont écrit leur texte, ils ont tapé leur texte, ils ont fait leurs marionnettes et ils sont capables de se faire assez confiance pour faire un spectacle avec ça. Ça prend du courage. Puis il me semble que l'ENAM, c'est ça que ça donne aux gens, avoir ce courage-là. Pour moi, c'est plus qu'une école, c'est vraiment un milieu de vie et un milieu de travail où je vais travailler avec des gens puis me sentir utile. Merci beaucoup.
J'aimerais rajouter un petit truc qui est important parce que parmi les problèmes qu'on rencontre, en fait, c'est pas nous qui les rencontrons le plus, c'est la clientèle. Parce que vous savez, le slogan de l'ENAM, c'est « La santé mentale ou l'équilibre mental est un préalable à tout rétablissement ». Alors donc, on ne peut pas arriver à aller vers l'emploi sans retrouver son équilibre mental. Puis quand on l'a vu tout à l'heure, je vous ai expliqué l'histoire d'une des participantes, ce qu'il disait. Alors, un autre participant, il disait, à l'ENAM, il n'y a pas de psychiatre, mais on reçoit des soins. Alors donc, c'est quand même important, ces éléments-là. Et le problème qui se pose, c'est que du côté de Service Québec, anciennement Emploi Québec, on a décidé d'exclure la clientèle trop éloignée du marché du travail du programme Passe Action. Et nous, ça fait des années qu'on dit, mais non, c'est important que ces gens-là reçoivent un service. Puis c'est un service qui leur donne un montant d'argent de 130 $ par mois, plus la carte d'autobus. Vous savez, qu'est-ce qui arrive quand une personne est à la maison, a un enfant de 46 ans qui souffre de schizophrénie, puis qui passe sa journée devant la télé, peu importe, puis qui ne bouge pas? Bien, il faut avoir une stimulation pour pouvoir permettre à cette personne-là de vivre un programme comme ça. Et si la personne n'a pas accès à des programmes, alors c'est un drame. Alors nous, ce qu'on dit au CIUS, on dit, écoutez, le CIUS et Emploi Québec, entendez-vous, c'est important, c'est une question de solidarité sociale. C'est important que vous ayez des objectifs autres que l'employabilité. C'est sûr que ces gens-là, ils ne peuvent pas tous retourner à l'emploi, mais c'est important qu'ils reçoivent un service parce que ça se paye autrement. Quand on fait rien, autrement dit, c'est les polices qui se ramassent avec ces personnes-là qui sont sur le bord de se suicider ou peu importe, et ce sont souvent des services non adéquats qui vont s'en occuper ou encore rester chez vous, vivez avec votre isolement. Il faut qu'on change ça. Il faut qu'on se dote de programmes plus naturels, plus forts, qui vont faire que les gens vont travailler, qui vont avancer vers les choses. Pour ça que ce que Mme Pierrette disait, c'est que c'est important. C'est important, ce milieu de vie stimulant qui va les aider. Puis après, bien, c'est sûr que l'ENAM, on peut toujours critiquer des fois parce qu'il y en a qui ont passé 10 ans à l'ENAM. Mais nous autres, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. En réglant notre affaire de subvention puis d'aide qu'on pourrait avoir du CIUS, on peut facilement, après ça, faire un programme de 5 années. Puis après ça, parce que de toute façon, ça existe ailleurs, et puis les gens peuvent quitter puis revenir au bout d'un certain temps. Fait que c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à un programme comme ça. Il y a des solutions à tout. Voilà. Merci. On va y aller avec M. Maltais. Bonjour. Moi, actuellement, là, je suis dans une association de défense des droits en santé mentale qui couvre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis le vice-président du conseil d'administration. Puis, dans le passé, j'ai eu des problèmes de santé mentale qui étaient difficiles à gérer. Je me rappelle les premiers moments où j'ai rencontré Richard et son équipe. C'était en 1990. On était un groupe de 5 ou 6 personnes. Puis, Richard, il tenait ça à bout de bras avec très peu de moyens financiers. Je me rappelle des premiers castolets qu'il a fabriqués qui fonctionnaient pas si pire, mais c'était un peu bric-à-brac. On n'avait pas moyen de s'équiper correctement pour faire les spectacles, mais quand même, on a persévéré, puis ça a aidé beaucoup de gens à gérer leur anxiété, gérer leurs émotions. C'est bon. Moi, ça m'a aidé à me prendre en main, puis à avoir une meilleure hygiène personnelle, aussi à rencontrer une fille à un moment donné. Moi, je pensais que j'allais être tout seul dans ma vie. Je n'aurais jamais personne dans ma vie. Puis à un moment donné, il y a à peu près 20 ans, j'ai rencontré une fille merveilleuse. Puis je suis encore avec elle. Puis l'ENAM m'a aidé beaucoup à me prendre en main, puis à me donner confiance, puis à me dire, Marc, tu es capable de faire quelque chose toi aussi, tu es capable d'aider la société à ta façon. Peut-être que je n'ai pas d'emploi fixe, mais je fais beaucoup de bénévolat. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais quelqu'un qui n'a pas d'hospitalisation pendant un certain nombre de temps, c'est payant pour le gouvernement. Parce qu'une personne hospitalisée coûte plusieurs milliers de dollars par jour à cause du personnel qui sont obligés d'en prendre soin, la médication, les traitements de psychothérapie, tout ça, là. Puis la marionnette, ce qui fait sa force, c'est parce que c'est un médium qui permet la dissociation de la personne. La personne peut voir en la marionnette quelqu'un qui est elle, mais la personne demeure un peu au-dessus de l'autre, dans le sens que il
on peut faire la distanciation des émotions, puis mieux les analyser, les émotions, mieux les vivre, mieux les intégrer par ce phénomène-là de dissociation qui est formidable. Puis je pense qu'il n'y a aucun autre moyen artistique qui réussit à faire ça. Ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis il y a beaucoup de mes amis aussi qui ont fait partie de l'ENAM ou qui en font encore partie. Puis c'est une mesure qui serait dommage de disparaître parce que ça aide tellement les gens à se prendre en main. Puis ça nous aide aussi à être capable, bien, comme je fais actuellement, là, faire un cercle de presse, puis exprimer ce que je ressens, puis exprimer tout le bienfait que le programme de l'ENAM m'a apporté. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup. On va y aller finalement avec le témoignage de Vincent Richard, qui est un participant aussi du programme de l'ENAM. Bonjour, je m'appelle Vincent Richard, j'ai 32 ans, je suis autiste de haut niveau, sans retard intellectuel, ce qu'on appelait avant Asperger. Je suis le porte-parole désigné de l'ENAM, mais il y en a d'autres qui pourraient faire des témoignages. Je suis à l'ENAM depuis 2 ans, et le fait que j'ai eu mon diagnostic réel durant ma participation n'a aucun rapport avec ma participation, mais ça démontre juste l'inefficience du système normal. L'ENAM dépend de 3 ministères qui ne se parlent pas et aucun des 3 ne semble comprendre l'importance d'un organisme comme l'ENAM. Celui qui a de l'éducation trouve qu'il n'enseigne pas assez à la santé. Ils disent que c'est occupationnel, puis en emploi, il voudrait nous domper fit sur le marché du travail. Au point où, depuis plusieurs années, le nombre de participants qu'il subventionne diminue constamment. Il y aurait tellement moins de violence due aux problématiques de santé mentale s'il y avait plus d'organismes comme l'ENAM. Mes 2 ans à l'ENAM ont été plus profitables que les 20 années d'avant dans le système normal. Ça dit tout, là. On dit qu'on voit le genre de société qu'on est à la manière dont on traite les plus faibles et les marginaux. C'est plate à dire, mais le Québec n'est pas un bien bon bilan là-dessus. On peut-tu arrêter de voir ceux-là qui ont des problèmes en santé mentale, comme des citoyens de seconde zone ou des paresseux? Je veux dire, on fait ce qu'on peut dans la vie là, tant qu'on nous laisse la chance. Là. Puis pour ça, ben il y a l'ENAM. Puis moi, j'ai des projets pour les 10 prochaines années à l'ENAM. Si on me dit que sa femme dans 4 ans, je serais pas bien content. L'ENAM, ça aide ceux qui ont toutes sortes de problématiques au niveau social. Il y en a même qui sont pas nés avec des problématiques de santé mentale, qui sont devenus à cause de problèmes physiques ou à cause de problèmes de vie personnelle. C'est pas parce que tu nais avec ça, t'es automatique en santé mentale. Il y en a qui le deviennent. Puis ça aide toutes sortes de monde, l'ENAM. Pas juste, mettons, les autistes. Donc, il y en a juste un, l'ENAM. Or, un organisme comme l'ENAM, il devrait y en avoir au moins un dans chaque grande ville du Québec. Mais c'est le seul. L'ENAM nous donne ce qu'aucun médicament court ou chèque nous donne: l'estime de soi, la sociabilité, l'écoute compréhensive, le travail en équipe, la thérapie par l'art, et même des bonheurs inattendus comme se trouver des amis ou même une blonde. Parlons-en de ma blonde. Elle sort d'une relation extrêmement difficile, de violence conjugale. Elle avait toutes sortes de problèmes de comportement, mais personne n'écoutait sa peine, puis sa rage, puis tous ses problèmes. Puis, tu sais, elle a bu pas mal. Elle avait un problème d'alcoolisme en plus. Là. Puis ça fait 4 ans qu'elle est à l'ENAM. Ça en fait 3 qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments. L'ENAM a été la seule place qui l'a aidé. Puis je suis bien content de l'avoir rencontré là. Tu sais, elle dit, j'ai ici, dans son témoignage, là, je l'ai ici, ça. Les arts de la scène ont été pour moi une valorisation, une libération de mes émotions que j'arrivais pas à exprimer. Tu sais, il n'y a rien d'autre à dire, là. C'est clair que il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'ENAM. Moi, plein de gens ici, ma blonde aussi. Fait que c'est nécessaire, l'ENAM, là. Il devrait y en avoir partout au Québec, partout dans le monde.
pourquoi le monde se pogne le beigne, ben, c'est politique. Point. Merci beaucoup, M. Richard. On va passer à la période de questions. On va commencer avec M. Carole Néron. Peut-être vous approcher au micro pour poser la première question. Bonjour. Ma question s'adresse à M. Bouchard. C'est un témoignage très touchant qu'on entend. M. Bouchard, vous connaissez certainement le théâtre de la Dame de Cœur à Upton. Je ne sais pas si je suis dans l'ordre du jour. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des contacts avec M. Richard Blackburn, responsable de la théâtre de la Dame de Cœur, qui est originaire de Chicoutimi, d'ailleurs? Bien, étant donné que je suis à l'origine du Festival international, parce que ma démarche était beaucoup plus artistique dans les années 90, avant de m'inscrire à temps plein pour l'ENAM. Alors, quand on a conçu le festival, c'est nous qui avons approché justement M. Richard Blackburn pour faire les grands spectacles que vous aviez sur le mont à l'Arbre, à Jonquière et tout ça. Okay, par contre, c'est sûr que souvent les théâtres ont aussi une approche sociale, vont permettre à des personnes de s'intégrer. Mais je veux dire, c'est toujours un petit peu en petit nombre, parce que eux, leur démarche est beaucoup plus artistique, en fait. Mais oui, effectivement, Richard Blackburn... une personne de Chicoutimi fait un travail extraordinaire au niveau de la marionnette. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, peut-être sur une perspective plus modeste, d'implanter un peu le même genre de spectacle style ici, même si à Jonquière, il y a quand même le Festival de la marionnette? Nous, de toute manière, on est en lien avec le Festival international des arts de la marionnette. C'est sûr qu'on veut établir des liens, un petit peu comme ce qui se passe à Charleville-Mézières, qui est devenue la capitale internationale des arts de la marionnette. En fait, c'est mondial, leur action. Alors, moi, personnellement, pour avoir suivi des formations en 82 à Charleville, où j'ai pu découvrir le festival, l'Institut international de la marionnette et le développement qu'on a pu voir les années qui ont suivi. Quand je suis revenu au Québec, c'était un petit peu l'idée d'établir un festival comme ça, parce que je me disais, c'est en région là-bas, puis pourquoi ça ne marcherait pas ici en région? Je pense que le festival est devenu un fleuron ici dans la région. Et l'ENAM, on a notre particularité au niveau de la santé mentale. Fait qu'effectivement, il pourrait y avoir des liens plus forts qui s'établissent, parce que vous savez qu'on a organisé à 2 reprises des colloques internationaux. Et puis... à l'intérieur de ces colloques-là, on essaie toujours de faire venir des spectacles de marionnettes. Fait qu'on aimerait ça voir dans les prochaines années les liens qu'on pourrait avoir justement quand il y a la tenue du Festival international aux 2 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme formation pendant la tenue de ce festival-là au niveau de l'art-thérapie, si vous voulez. Et après ça, quand on fait un colloque, quel est le rôle qu'il pourrait jouer aussi pour peut-être inscrire des spectacles particuliers à l'intérieur de notre activité colloque internationale? Madame la Présidente, une autre question? Oui, allez-y. Je crois comprendre, là, votre subvention, financièrement, vous êtes en déséquilibre, il y a une attente. Vous avez jusqu'à quand, là, vous avez besoin de combien d'argent pour... Ben, c'est tout simplement que, vous savez, on peut travailler toute une vie. Comme je vous dis, moi, je vais avoir 61 ans cette année, c'est-à-dire que j'aimerais ça, après 40 ans de carrière, 40 ans cette année, qu'on ait un petit peu plus de facilité, qu'on ait cette subvention-là pour qu'on puisse, au SUS, développer enfin la machine qu'est l'ENAM pour qu'il reste quelque chose après notre départ et assurer ça. Et après ça, nous permettre de développer justement ces liens au Québec, parce que vous savez que le Festival international, c'est le plus grand en Amérique du Nord pour le moment. Et là, l'ENAM, c'est quand même on a un gros fardeau devant nous. C'est pour ça qu'on a besoin de cette aide financière. Puis là, on parle du CIUS là, seulement. Là, mais combien d'aide financière? Là, actuellement, notre subvention pourrait être de 300 000 si on avait 80 du BBR, qu'appelle du budget récurrent, là, du budget de base récurrent, alors que là, on a 14 on a 50 000. Mais vous savez, on a 5 employés, là. Il faut qu'on trouve de l'argent ailleurs, ça fait que c'est très difficile. Puis en même temps, en coupant la participation des gens qui sont éloignés du marché du travail, ça nous enlève des revenus aussi. Alors, ce qui fait qu'on doit faire même des pieds pour réussir à trouver des sommes d'argent ailleurs. On est quand même bon,
Mais combien de temps qu'on va pouvoir faire ça? Si moi, à un moment donné, il m'arrive quelque chose de la santé, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va assurer la relève? C'est important de se pencher sur ces questions-là et que le gouvernement comprenne qu'on ne peut pas non plus répondre aux besoins de tout le monde, mais quand on a des organismes comme nous qui sont un peu trop uniques, bien, on a besoin, si vous voulez, un peu comme d'encouragement qu'il faut pour pouvoir faire notre crème qui est dans un petit pot, mais qui est vraiment bonne pour la santé des gens. Alors, c'est là où le gouvernement pourra faire toute la différence. Puis tout ça, ça donnera un sens à tout ce travail-là de 40 ans de travail ici dans la région. Puis, vous savez, on est fiers de ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Puis on sait qu'on fait du bien, puis que c'est important. Sauf que, peu importe, vous savez, tout le monde peut toujours trouver des idées pour dire, bon, on ne peut pas investir là-dedans pour telle ou telle raison. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais c'est pas ça qui... Je pense qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut changer de façon de voir les choses et être capable de répondre aux besoins spécifiques des organismes en communautaire ou des organismes en santé mentale. Parce que je peux vous dire, si nous, on fait un travail formidable, on n'est pas tout seul, là. Parce que tous ceux qui cherchent des sous, puis qui sont dans le communautaire, puis qui soutiennent la santé des gens, puis des services, puis qui sont sous-payés souvent, bien, je pense qu'on devrait être plus attentif à ça, puis mettre une attention particulière, puis aller voir qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que ces organismes-là ont besoin spécifiquement. Est-ce que justement, c'est une problématique de sous-financement que vous voyez dans les autres organismes et qui vous inquiète justement à voir ça? C'est certain que, vous savez, puis ça, on va en entendre parler dans les prochaines semaines, c'est que on est toujours à la merci des décisions du gouvernement. Quand le gouvernement décide de couper, par exemple, les personnes qui sont éloignées du marché du travail du programme, c'est qu'il économise à peu près 3 millions. Puis 3 millions de dollars pour que 800 personnes puissent participer. Ça coûte ça, 800 personnes au Québec, puissent participer à des programmes comme celui de l'ENAM à peu près, ou d'intégration sociale. Alors donc, on coupe, puis finalement, on donne, pour donner à qui? À ceux qui font la richesse. Mais comme disait Monseigneur Couture, il disait, créer la richesse, c'est une chose, la partager, c'en est une autre. Alors, le communautaire, cette année, si, par exemple, on a une fluctuation au niveau de l'indexation qui passe de 3 à 2 parfois, là, cette année, on est rendu à 0,7 Ça fait que donc, ça diminue. Alors, le signal, c'est quoi, ça, du gouvernement? C'est que le communautaire, on s'en passerait bien. Je veux dire, c'est pas très agréable là, pour tous les efforts que les gens font, les conseils d'administration, les bénévoles qui sont là-dedans, de recevoir des messages comme ça. Oui, il faut partager la richesse dans la société, puis de toute manière, où est-ce que les sociétés vont créer des emplois aujourd'hui, si ce n'est que dans le communautaire, dans le social, puis dans l'humanitaire? Prochaine question, Anne-Marie Caron du Journal Le Quotidien. Alors, je vous entendais parler là, de cette collaboration LUQAC, l'UQAM, CIUS-Laville. Je me demandais, puis je vous entendais aussi avec le CISM, cette belle idée-là. Quelle est l'écoute de la part du CIUS dans votre idée d'amener ça ailleurs? Quel est le retour de leur côté? Bien, vous savez, moi, on connaît très bien Mme Martine Couture qui va partir bientôt, qui va prendre sa retraite bientôt, puis on sait qu'elle est pour ça, puis qu'elle y croit. Mais c'est sûr que les changements qui se sont amorcés ces dernières années avec le docteur Barrette, donc, M. Barrette a fait des changements, mais c'est comme si qu'on avait galvanisé, ou si vous voulez, qu'on avait stérilisé le système. On a de la difficulté maintenant de croire que nos représentants régionaux nous représentent bien par rapport à nos besoins spécifiques. C'est comme si qu'on nous disait, essayez pas d'aller à Québec là, puis de faire des manifestations, ça marche pas. Donc, il faut fonctionner dans le système tel qu'on vous le présente maintenant. Puis, mais on sait que Mme Couture est très sensible à ce qu'on fait. Elle aime beaucoup, puis elle y croit. Mais ce que je veux dire, c'est que donnons-leur des moyens à ces gens-là de nous aider. Si on bloque tout, puis c'est certain que là, à ce moment-là, il n'y aura pas de dépenses supplémentaires, c'est sûr. Avez-vous l'impression, je complète, que c'est un enjeu qui ne se passe pas sur la base régionale, mais que c'est vraiment le palier provincial? C'est régional et provincial. C'est quelque chose de très important qui se déroule actuellement au Québec. Tous les organismes ont de la difficulté à générer. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins spécifiques, mais tous les organismes ont des besoins.
ont des besoins, puis ces besoins-là mériteraient d'être comblés le plus rapidement possible. Mais c'est sûr qu'on est face à une grosse dépense. Hein. C'est pas long que quand on dit ceci ou on dit cela, ça peut représenter une couple de millions de dollars, là. Et vous parliez tantôt de créer un centre intégré en santé mentale. Un peu nous expliquer qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire justement, offrir comme service pour ce centre-là? Et est-ce que c'est une idée que vous avez discutée avec le CIUS? Est-ce qu'ils se sont montrés ouverts à tout ça? C'est une idée qu'on a développée au CA de notre conseil d'administration, donc à l'ENAM. C'est une idée qui apparaît comme une solution qu'on propose aujourd'hui. On le propose au CIUS. C'est que, autrement dit, comment ils vont le recevoir, on va le savoir dans les prochaines semaines. Parce que, en fait, c'est une solution qui donne énormément de crédibilité à notre activité. C'est-à-dire, en devenant un centre intégré, on n'oserait pas dire universitaire en santé mentale, là, mais un centre intégré en santé mentale, c'est que, à ce moment-là, c'est que ça va nous régler beaucoup de choses. Vous savez, on a eu des subventions, parfois, de belles causes pour la cause, pour des organismes. Mais c'est certain, quand on arrive avec ENAM, de la marionnette, c'est bien difficile à faire passer dans les programmes qui sont en cours. Souvent, les programmes en cours nous demandent de leur présenter des projets qu'ils veulent voir dans telle démarche, soit pour contrer la stigmatisation de la santé mentale ou des choses de même. Puis là, bien, c'est sûr que ça nous demande de faire des efforts parce qu'il faut adapter ce qu'on fait à leurs exigences. Tandis qu'on devrait carrément aider des organismes comme nous, dire quels sont vos besoins. Alors donc, on vous donne un montant d'argent pour vous soutenir dans tel développement. Par rapport à ça, c'est que le CISM, en fait, réglerait toutes ces activités-là, cette perception-là qu'on peut avoir de l'approche de l'ENAM, ça donnerait encore plus de crédibilité. Mais en fait, le CISM existe déjà, parce que l'ENAM, avec ce qu'on a établi comme partenariat avec ce qui est encore fragile, là, mais avec la ville, la commission scolaire, tout ça, ça mérite d'être protégé. Puis, parce que c'est sûr que si ça continue comme ça, ben, on va perdre nos partenaires. Parce qu'à un moment donné, si on n'a plus de clientèle parce on l'exclut des programmes Passe-Action, ben, ça n'aidera pas. Par contre, il y a une chose, puis M. Vincent Richard peut en témoigner, c'est qu'on a une douzaine de personnes qui se sont inscrites quand même, qui ne sont pas sur le programme Passe-Action, ce qui démontre l'intérêt de recevoir le service de l'ENAM. Mais par contre, nous, on trouve ça dommage que ces personnes-là n'ont pas la stimulation, l'aide requise, parce que, vous savez, venir participer 3 jours semaine à l'ENAM, là, ça occasionne des dépenses. Il faut être propre, il faut acheter des vêtements, il faut se nourrir, il faut avoir des lunchs. Ça fait que ça leur occasionne des dépenses. Ça fait que le petit 130 $ que le gouvernement donne en insérant ces personnes-là dans le programme Passe-Action, ben, c'est quelque chose qui leur donne la possibilité, c'est ça par mois, le 130 de plus, là. Fait que ça peut payer leur lunch, puis les dépenses que ça occasionne, de pouvoir participer à un programme comme celui de l'ENAM. Et justement, la semaine dernière, c'était Belle cause pour la cause. Est-ce que vous voyez de plus en plus une augmentation de la clientèle en santé mentale? Est-ce que vous le sentez sur le terrain? Oui, parce qu'en fait, vous savez, on parle des tablettes, là, actuellement. Je voyais à la télévision récemment un reportage à France 2. Et à un moment donné, on voyait des jeunes avec les tablettes, là. Puis les jeunes étaient là, puis ils ont fait une expérience. Ils ont filmé les jeunes qui étaient à table avec leurs tablettes. Puis pendant ce temps-là, les parents ont changé les cadres sur les murs. Ils ont changé un paquet d'affaires. Tout d'un coup, la mère est partie. Il y a quelqu'un qui est sorti de la cuisine, habillé comme elle, est allé s'asseoir à côté des enfants. Ils se sont rendus compte d'absolument rien pendant qu'ils étaient sur leur tablette. À un moment donné, c'est quand ils ont coupé Internet que là, ils ont levé la tête et que là, ils ont vu les cadres qui étaient changés, puis toutes les affaires. C'est assez extraordinaire de voir ça. Alors, si on pense qu'on s'en va vers un monde moderne, futur, le fait que tout le monde ait des tablettes, passe la journée devant un téléphone, puis développe des choses, ben moi, je pense qu'on est en train de développer des problématiques en santé mentale, des dépendances autres, puis on pense que c'est moderne. Je dirais pas que c'est pas utile, tout ça, ces téléphones, puis tout ça, mais on en fait une maladie actuellement. Puis je suis sûr qu'ici, parmi vous, il y en a quelques-uns qui doivent partir à Cuba une fois de temps en temps pour lâcher le téléphone, prendre une semaine de vacances.
Et justement, avec ces avec ces initiatives-là, est-ce que vous voyez que c'est peut-être moins tabou d'en parler? Parce que bien souvent, on dit, bon, mais parlez-en, comme par exemple ceux qui ont des demandes d'aide pour les appels d'aide au suicide. Est-ce que vous sentez que c'est peut-être moins tabou d'en parler avec les initiatives comme Belle Cause que pour la cause? C'est important. Par contre, je pense que des programmes ou des mesures comme l'ENAM permettent encore plus d'approfondir ces questions-là. Parce que nous, quand on crée des sketchs ou des spectacles, on travaille souvent sur des thématiques qui touchent particulièrement les personnes et on bâtit quelque chose d'universel avec ça, puis on le présente devant le public, devant d'autres personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. C'est pour ça que c'est important de faire un lieu de discussion. Effectivement, l'initiative de Belle Cause pour la cause, c'est bien. Par contre, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils puissent aider tous ces programmes-là, alors que si c'était le cas, vraiment, ce serait encore plus extraordinaire leur travail. Mais il faut comme présenter des projets, on n'est pas sûr des avoirs. Ça fait 2 refus qu'on a ces derniers temps. On avait eu une acceptation une autre année, puis pendant ce temps-là, les années passent. Donc, c'est une bonne mesure, mais il reste qu'il y a toujours quand même un intérêt publicitaire là-dedans pour Belle de montrer qu'ils sont impliqués pour la santé mentale. On l'apprécie, merci. Mais par contre, c'est pas ça qui va faire toute la différence. C'est plus des programmes comme celui de l'ENAM, justement pour les raisons qu'évoquait Pierrette tout à l'heure, et ou encore Vincent. C'est des lieux où les gens peuvent apprendre à travailler sur le problématique sur eux-mêmes. Vous savez, il faut un espace-temps pour ça. Quand on est dans une mesure 3 jours semaine, il y a des discussions, vous ne pouvez pas imaginer toutes les discussions qu'on peut avoir sur les thématiques, sur les problématiques que vivent les gens. Et c'est tellement enrichissant pour tout le monde qu'on peut dire aujourd'hui que 100% de la clientèle de l'ENAM reçoit des bienfaits de cette mesure-là. 100%, c'est pas 99,9%, 100%. Puis des témoignages, on en a des vidéos, on a monté toutes sortes d'affaires. Puis écoutez, si l'ENAM, c'est pas un programme unique qui mérite d'être encouragé, c'est pas tous les programmes puis les plateaux de travail qu'on voit au Québec. Hein, vous savez que c'est des plateaux de travail pour intégrer vers l'emploi des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais ils n'ont pas nécessairement de service les aidants. Alors ici, vous voyez, il y a l'ENAM qui a été un sujet sur la créativité à l'intérieur de la revue célèbre Québec Science, où on parle d'approches connexes par rapport aux recherches qui se font à l'Université du Québec à la Chicoutimi, puis partout au Québec, là. Alors, comme on avait été le sujet d'une recherche évaluative, alors on parle de notre approche dans Québec Science. C'est quand même extraordinaire. Il y a aussi l'organisme Culture pour tous qui en fait, c'est ça qui organise les Journées de la culture en septembre, là. Et donc, ils ont monté une série de 4 émissions sur le rôle de la culture dans la société et sur la thématique art et santé. Ils ont pris l'ENAM comme sujet et le Musée de civilisation du Québec qui travaillait avec des personnes âgées qui ont fait une expérience. Alors, une émission d'une demi-heure pour parler du programme de l'ENAM. Il y a Alain Corneau qui a fait une série de 5 émissions de 5 minutes, 5 petits reportages extraordinaires sur l'ENAM qu'on peut voir à la Fabrique culturelle. C'est un sujet qui mérite attention, mais que, vous savez, quand on fait ça, on met beaucoup d'énergie là-dedans, mais après ça, ça reste ses tablettes, hein, on vient qu'on l'oublie. Nous autres, quand même qu'on voudrait être connus par tout le monde, même si on a un article dans le journal demain, il y a beaucoup de gens qui vont regarder d'autres choses, qui vont voir les marionnettes. Les marionnettes, bon, on passe ça, mais c'est parce que c'est sûr qu'il faut une volonté. Il faut qu'on ait une volonté, parce que, dans le fond, on ne peut pas toujours être d'un média et toujours aller à la télévision pour expliquer ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous autres, chers amis des journalistes et du cercle de presse. Et est-ce que, selon vous, les services sont suffisants pour répondre actuellement aux demandes en santé mentale? Il y a des services. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ressources actuellement sur le terrain. C'est sûr que ces ressources-là ont des besoins. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas les services qui manquent, c'est plutôt le soutien, l'écoute, l'approche. Comme je vous disais, c'est une question de partage de richesse.
Puis est-ce que c'est de plus en plus difficile de peut-être aller chercher des subventions parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'organismes, il y a notamment la ville qui va subventionner, le gouvernement. Donc, est-ce que c'est difficile d'aller chercher justement sa part du gâteau pour faire vivre son organisme? C'est sûr qu'on est toujours dépendant de l'attention ou comme là, par exemple, nous, on a une subvention récurrente de la ville de 30 000 $. Là, on sait que Mme Josée Néron est rentrée. Elle nous a toujours démontré une ouverture, très grande ouverture pour le communautaire et tout ça, mais est-ce qu'ils vont aller couper la subvention de l'ENAM? Ça, on ne le sait pas. Vous savez, on est vulnérable là-dedans. Là. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. C'est sûr que nous, on maintient et on veut maintenir notre partenariat avec tous ceux avec qui on travaille actuellement, mais par contre, c'est sûr que quand on a des difficultés, des fois, ça enlève l'intérêt des organismes de continuer ces partenariats-là. C'est sûr que tout ce qu'on fait, c'est très vulnérable. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'on ne disparaisse pas, puis que la Ville maintienne et s'obstine de continuer de nous soutenir et d'encourager ces mesures-là, parce que c'est indispensable que des organismes comme l'ENAM reçoivent des aides. Et vous le disiez tantôt, Service Québec, vous avez une entente avec eux, mais présentement ne remplace pas les participants. Ça a quoi comme conséquence et qu'est-ce que les participants doivent faire justement pour rester dans le programme? C'est que là, actuellement, donc, on continue de tolérer les participants qui sont encore inscrits et qui continuent de recevoir le service. On est passé de 52 personnes de 2014 à 23 cette année. Et là, il y en a encore eu des départs. On a eu 12 inscriptions nouvelles, mais qui n'ont pas le droit de s'inscrire. Ils n'ont plus le droit de s'inscrire à Passe-Action, dont Vincent Richard. Et là, pour le moment, c'est statu quo. Actuellement, à Québec, il y a le docteur Delorme qui est en train de travailler sur cette problématique-là et qui est préoccupé. On est en correspondance avec lui, sauf que, je veux dire, les besoins sont maintenant. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'ils discutent à Québec pour savoir, pour cette clientèle-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On parle, en fait, c'est le rôle d'Emploi Québec d'assurer une intégration sociale de ces personnes-là. Puis pourquoi qu'il ne peut pas y avoir un pont entre la santé et Emploi Québec? Parce que le programme Passe-Action, là, historiquement, en 92, c'était la Régie régionale de la santé qui l'avait mis sur pied pour répondre aux besoins des personnes qui ont des problèmes en santé mentale. Nous, on a commencé à signer avec donc l'ancien CIUS, si vous voulez, qui était la Régie régionale. Et après, pour des raisons politiques, en 1995-97, Lucien Bouchard a dit qu'on allait faire un guichet unique, on allait envoyer tous ces dossiers-là à Emploi Québec. Puis aujourd'hui, on dit, ben là, vous êtes trop éloigné du marché du travail, donc on ne peut pas vous garder dans ce processus-là, à moins que vous soyez plus proche. À ce moment-là, si par exemple l'ENAM, on faisait plus des mesures pour pouvoir amener les gens vers l'employabilité. Là, il pourrait nous envoyer encore des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais comment peut-on faire travailler des gens qui ont des problèmes de santé mentale sans s'occuper de leur santé? Moi, je pense que c'est impensable, c'est illogique. Vous savez, c'est incohérent ce qu'on fait, en fait. Et justement, M. Richard, vous avez levé la main par rapport à Service Québec. Un peu nous dire, c'est quoi les conséquences que ça a, le fait que ça ne finance plus nécessairement les participants, ça ne remplace pas? On a forcément moins de monde. Il y en a qui ont clairement signifié que s'ils étaient plus financés, ils allaient plus venir. Bravo, ironiquement, que ce que je dis. Moi, j'y vais parce que j'ai la chance de rester chez mes parents, mais... c'est pas ça, donc ça me coûte moins cher de vivre, donc je peux avec mon 1000 au-dessus que j'ai du BS, je peux me permettre des dépenses et tout ça, mais c'est pas tout le monde là. Il y en a qui juste vivent, manger 3 repas par jour puis rien que ça là, ils peuvent pas venir à l'ENAM. Puis l'ENAM, nous, on a perdu. Avant, on avait 100 000 $ de contrat avec Emploi Québec quand on signait pour 55 participants. Et là, en signant pour 23, on est rendu qu'on a perdu au-delà de 50 000 $. Et justement, pour les participants, là, vous êtes un des participants. Qu'est-ce que les gens disent? Justement, ça doit les inquiéter, tout ça, de ne pas savoir s'ils vont pouvoir prendre part à cette activité-là? Oui, et comme si on avait besoin de plus d'anxiété. Non, mais ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'il y en a qui sont sur le bord d'arriver à leurs 5 ans. Parce qu'il y
il y en a des fois qui se faisaient dire, bon, quand ça va faire 5 ans, out. Il y en a qui sont sur le bord d'avoir de 5 ans, puis ils se disent, ouais, mais après ça, je fais quoi? Il y a seulement l'ENAM qui m'aide, après ça, je fais quoi? Et justement, peut-être nous dire, là, on est en période électorale, est-ce que vous comptez poser peut-être des actions pour peut-être faire avancer la cause? Bien, c'est sûr qu'on fait partie, nous, on est impliqués avec la RACASEM, donc c'est l'association des regroupements des organismes alternatifs et communautaires en santé mentale. Alors, c'est sûr que là, actuellement, il y a des pourparlers avec le CIUS parce que vous savez que récemment, malheureusement, il y a eu une mise de fonds de 635 000 $ qui a été mise en région pour tout le communautaire. Et finalement, avec le cadre de référence qui a été créé par la TROC, ça c'est la table régionale des organismes communautaires, on a fait un cadre de référence qui a été approuvé avec le CIUS. Alors donc, on a préféré prendre tout ce montant-là pour le donner au niveau du communautaire chez les jeunes. Malheureusement, du côté de la santé mentale, il n'y a rien eu ici en région. Et partout au Québec aussi. Alors donc, c'est la seule information que je peux vous donner, mais c'est sûr qu'actuellement, le regroupement des organismes en santé mentale est en train de regarder ça sur le plan national pour justement manifester, faire des mesures pour que le gouvernement mette des sous en santé mentale, parce que c'est une priorité, la santé mentale. C'est important de s'en occuper. Si on ne fait rien, là, pensez pas qu'on va faire des économies financières. Là. Puis le ministre Barrette, il avait dit qu'il allait nous aider. Ah oui, en plus, ça, je pourrais vous faire entendre. D'ailleurs, il était passé au cercle de presse. Je peux vous donner la date. Vous irez sur Internet, vous faites cercle de presse. Et donc, le 16 octobre 2014. Alors donc, M. Barrette était mobilisé par Mme Bugey, notre présidente, et qui lui demandait qu'est-ce qu'elle allait faire justement par rapport au fait que les gens qui étaient à Passe-Action ne sont plus admissibles à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre en charge? Et il a répondu oui. Alors, après, il a même demandé c'est quoi l'ENAM, puis il a même dit à Mme Bugeaud, vous êtes rejoignable, je vais vous revenir là-dessus. Mais depuis, il n'y a jamais eu quelque chose. Je ne sais pas si c'était une sorte de promesse électorale, là, parce que c'était au début des changements qu'il apportait au niveau de la santé. Alors, donc, il y a même des gens qui ont dit à Mme Bugeaud ou à certains membres de l'ENAM, « Ah, ben c'est bien, l'ENAM, ça va te régler votre affaire. » Mais non. On n'a pas avancé. Il n'y a pas eu de geste concret. Puis est-ce que vous comptez peut-être profiter du fait qu'on a le premier ministre dans la région pour peut-être lui parler? Ça n'a pas servi à grand-chose dans les années 90. On avait Lucien Bouchard, puis... Je veux dire, on espérait, oui, nous, de toute façon, moi, dans mon écrit, là, j'avais des messages pour M. Couillard, puis c'était justement de lui dire, est-ce qu'il peut agir aussi rapidement pour un organisme comme l'ENAM, après 30 ans d'existence, aussi rapidement, qu'il peut faire pour le côté du privé. Je veux dire, à un moment donné, M. Barrette, est-ce que, quand vous êtes engagé à dire que vous alliez vous occuper de cette clientèle-là face à Mme Bugeaud, c'est vous, c'est vraiment sincère. Monsieur Delorme, combien d'années allez-vous discuter avant de nous montrer vos travaux pour qu'on voit l'avancement qui répond aux besoins de cette clientèle-là? Et Mme Couture, pouvez-vous faire un miracle avant de quitter, s'il vous plaît? Alors, on va suivre tout ça pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Merci.